Bonjour à tous, merci d'être de retour, d'être toujours avec nous sur Téléfinance. Bonjour à ceux qui nous rejoignent également. Pour la suite de nos programmes matinaux, on retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, tout à fait subjective, puisqu'il s'agit des meilleures publications de la semaine écoulée, sur le site de la lettre de l'acheteur que vous retrouvez donc sur www.lalettre-de-l'acheteur tout attaché en minuscule.com. On commence avec une étude conjoncturelle sur les fruits d'été publiée par le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc Agreste, étude qui analyse les récoltes comme étant historiquement basses, et ce à cause du gel du mois d'avril qui a conduit à une hausse des coûts à la production par rapport à 2021, mais ceci sans compenser les baisses de production. Très rapidement dans le détail, le chiffre d'affaires pour l'abricot et la cerise sont en baisse, tandis que celui des pêches nectarines se maintient. On bascule sur le marché du sucre, puisque le sucre a atteint un sommet de 4 ans en octobre, et au-delà de ce mouvement qui est commun à bon nombre de matières premières, la crise mondiale de l'énergie met la pression sur le marché du sucre, puisque face à l'inflation galopante des prix du carburant, notamment le Brésil et l'Inde se sont mis à produire plus d'éthanol que ce qu'elles ne faisaient, et donc l'éthanol se produit à partir de la canne à sucre. Je vous rappelle que l'Inde figure parmi les plus importants pays exportateurs de sucre, et ce même pays prévoit que l'éthanol représentera plus de 20% des mélanges de carburant pour véhicules d'ici 2025, tirant parti de la production excédentaire de sucre qui a inondé les marchés mondiaux au cours des dernières années. De ce fait, les exportations de sucre de l'Inde pourraient diminuer de plus de moitié en 2022-2023 par rapport aux 6 millions de tonnes de cette année. C'est une analyse du cabinet Edgard Commodities Trading Partner. Ceci devrait donc ajouter des tensions sur le marché du sucre. Enfin, avec le gel du printemps qui a fortement impacté les vergers, comme nous l'avons vu précédemment dans notre premier article, la pomme française est également atteinte, puisque la production devrait atteindre 1,37 million de tonnes, un volume quasi similaire à l'année dernière, puisque les volumes de l'année dernière avaient atteint 1,33 million de tonnes. Pour Daniel Sauvêtre, arboriculteur et président de l'ANP, par rapport à nos craintes du mois d'avril, la situation s'est améliorée. Le gel a détruit les premières fleurs ouvertes, mais il y a beaucoup de floraisons secondaires. Nous notons par ailleurs que la pomme française perd du terrain en Asie et au Moyen-Orient, mais qu'elle conserve son attractivité outre-Manche. Du coup, face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment de l'Ukraine, de la Turquie et de l'Italie, la pomme Made in France recule de ce fait en Asie et au Moyen-Orient. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après. A tout de suite sur Téléfinance. Il est 9h38 et nous sommes de retour dans votre émission hebdomadaire La lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles, en partenariat avec placedelabourse.fr. On va poursuivre cette émission, poursuivre sur ces échanges sur les dynamiques de la filière agricole et de la filière alimentation avec notre invité du jour, puisque j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Lerousseau, qui est président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Bienvenue à vous, Pascal Lerousseau, merci d'être avec nous aujourd'hui pour contribuer à ce mini-mag. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour. Les agriculteurs creusois ont manifesté mercredi après-midi contre la hausse des prix des matières premières, du carburant et des engrais. Pensez-vous que ce soit une problématique uniquement creusoise ou finalement une problématique qui peut se retrouver sur l'ensemble du territoire français ? Alors c'est une problématique qui concerne beaucoup plus en général tout le monde agricole, mais au niveau de la Creuse c'est quand même plus marqué, puisque nous sommes sur de l'élevage
Et aujourd'hui, on sait que les cours du blé ont monté. Tout ce qui est végétal, les cours sont partis à la hausse. Mais par contre, tout ce qui est viande, malgré quelques frémissements, les cours ne montent pas. Donc, on ne peut pas répartir les coûts supplémentaires. Et ça pose vraiment des problèmes sur les exploitations qui aujourd'hui avaient déjà des revenus très très bas et qui malheureusement sont affaiblis par ces hausses des charges. Et pensez-vous qu'il y a eu des résultats suite à cette manifestation où vous attendez justement des ouvertures de pourparlers avec le gouvernement éventuellement? Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a pas eu de résultat, puisque c'était un tour de chauffe, puisque samedi, nous serons à nouveau dans les rues de Guéret, hein. Mais nous avons appelé beaucoup plus une manifestation beaucoup plus générale par rapport à la hausse des charges, surtout du carburant, parce que ça concerne tout le monde rural qui aujourd'hui est frappé par cette hausse et qui ne peut pas répartir sur ses coûts de production. Donc nous espérons bien que samedi, il y aura une grosse manifestation sur la Creuse et que cela fera bouger un peu les lignes et peut-être que d'autres départements suivront, en mancheront le pas derrière nous. D'accord, pourront vous rejoindre. Je vous remercie, Monsieur Le Rousseau. On marque une petite pause et je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour dans ce live de la lettre de l'acheteur. Je suis toujours avec Monsieur Le Rousseau qui est président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Vous m'entendez toujours, Monsieur Le Rousseau ? Oui, très bien. Très bien, ok, je vous remercie. On va continuer avec ce que vous disiez justement à l'instant, donc les prix en hausse, les prix des matières premières en hausse. Qui, par la force des choses, ont des répercussions sur les produits alimentaires, puisque je pense notamment aux œufs qui ont pris 3,44%, les légumes qui prennent 3,11%, l'huile qui prend 3,54%. Comment expliquez-vous ces hausses, Monsieur Le Rousseau ? Alors, ces hausses, après, faudrait regarder quand même, parce que souvent, les industriels en profitent également pour passer des hausses qui ne sont pas forcément payées aux producteurs. Donc, je pense qu'il faudrait bien analyser ce qu'il en est exactement pour voir si elles sont justifiées ou pas. Après, aujourd'hui, quand la matière première augmente, c'est normal qu'il y ait une répercussion sur le coût final du produit. Pensez-vous que ces hausses vont être immédiatement répercutées ? Au contraire, comme on le verra après, il y a peut-être Egalim 2 qui milite pour plus de transparence dans ces négociations et dans la détermination des prix de vente au client final. Pensez-vous que ces prix-là seront finalement reversés en partie, ces hausses seront reversées en partie aux agriculteurs ? Alors Egalim 2, les agriculteurs ont beaucoup cru déjà à Egalim 1. Malheureusement, ça n'a pas porté son fruit puisqu'on a vu que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment que ça fonctionne. Et on porte un espoir à Egalim 2, mais vous savez, on a déjà été échaudé le premier coup. Donc, il faut arriver à construire le prix différemment. Il faut partir du coût de production. Et ensuite, que tous les intervenants gagnent ce qu'ils doivent gagner dessus, mais sans plus, que ce soit réparti mieux dans la filière. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne redescend jamais jusqu'à l'agriculteur. D'accord, très bien. Parce que donc Egalim 2 a été promulgué au journal officiel le 19 octobre 2021. On parle très clairement de nouveaux dispositifs de régulation et de transparence au profit d'une meilleure rémunération des agriculteurs français. Peut-on dire qu'Egalim 1, en quelque sorte, négocié par Serge Papin, ancien de la grande distribution de chez Système U, du groupe Système U, finalement est un échec en quelque sorte ? C'est pas un échec, ça a permis de mettre la lumière, que tout le monde voit bien comment que ça se pratiquait les prix avec les négociations agricoles avec les producteurs, mais ça n'a pas été assez loin et il faut aller beaucoup plus loin, Et on peut pas changer des méthodes qui existent depuis les années 60. Dans les années 60, on a demandé aux producteurs de produire et le reste de la société s'est occupé d'exporter ces produits, Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait une construction du prix différente de ce qu'elle existe aujourd'hui. Alors, on veut y croire, mais il faudrait que ça vienne rapidement, sinon ça va être très compliqué d'avoir de la production en France ou en Europe demain si on n'arrive pas à faire fonctionner ces nouveaux paramètres.
D'accord. Et donc vous pensez que ça va être directement intégré donc, dans ces fameux rounds de négociations qui vont débuter avec la grande distribution, du coup? Vous êtes confiant? On espère. Vous l'espérez? On espère, Oui. parce que c'est pas gagné. Je pense que ça va être quand même relativement compliqué. Vous avez vous-même rencontré des acteurs de la grande distribution ou pas, du coup? On les rencontre souvent dans nos départements. Au niveau de nos départements, on les rencontre souvent. Alors, ils nous expliquent toujours qu'ils ont une bonne raison de ne pas mieux rémunérer l'agriculteur parce qu'ils ont des charges, parce que si, parce que là. Simplement, demain, il faut être conscient. Si nous voulons produire encore en France, eh ben, il faut que le producteur gagne sa vie. Sinon, il disparaîtra. Et dans ce cas-là, on fera venir toute la nourriture de d'autres pays. Et un pays qui n'est pas souverain par son alimentation n'est pas un pays qui peut continuer de fonctionner normalement. Oui, je comprends, c'est très clair. Alors pourtant, il y a quand même quelque chose moi, que je ne comprends pas. J'ai l'impression que les modèles aujourd'hui de grande distribution sont finalement des modèles locaux où on cherche à s'approvisionner auprès du fournisseur, d'un fournisseur local, où les circuits sont plus courts. Du coup, ça n'a pas favorisé, vous dites, les agriculteurs locaux. Vous n'avez pas vu de répercussion finalement de ce changement de modèle, de paradigme de la grande distribution vers le local. Vous n'avez pas vu d'impact immédiat sur les chiffres d'affaires? Alors, sur des marchés de niche, si, parce que bon, quand la GMS travaille avec des agriculteurs locaux, elle met en avant des produits locaux, mais c'est sur des petits volumes, et tout ce qui passe à côté, c'est-à-dire que ça ne représente pas énormément de volume et de chiffre d'affaires sur la grande distribution. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, il faudrait que ce soit beaucoup plus généralisé, et ça pourrait peut-être fonctionner, mais on met la lumière sur quelques produits, et à côté, on fait rentrer beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, quoi. Ok, c'est très clair, je comprends bien. Du coup, je vous souhaite bonne chance pour ces négociations qui vont débuter. Et donc, je vous rappelle, c'est l'information que vous avez donnée en début d'interview, que vous reconduisez les manifestations organisées ce mercredi, vous les reconduisez donc ce samedi. Du coup, vous avez une heure éventuellement à nous donner? Oui, 10h à Guéret, place Bogno. Ok, parfait. Merci à vous, Monsieur Le Rousseau, pour cet éclairage. Je rappelle que Monsieur Pascal Le Rousseau est président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. À très bientôt sur le plateau du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur. Nouvelle pause et on retrouve les équipes de Day by Day qui aujourd'hui nous livreront un focus sur deux matières premières qui sont le café et le blé. On en reparle tout de suite, juste après cette petite réclame. Nous sommes de retour dans votre mini-mag de la lettre de l'acheteur. On va rejoindre à présent Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, vous nous proposez aujourd'hui un zoom sur deux matières premières que vous avez sélectionnées pour nous. Du coup, vous allez nous livrer vos perspectives sur le café et le blé. On commence avec le café, le cours qui prend plus de 70% sur un an pour des raisons tout à fait macro, un blocage des chaînes logistiques, notamment la fermeture du canal de Suez, par où transite 12% du commerce mondial, la mise à l'arrêt de nombreuses productions agricoles et industrielles à la suite de la crise sanitaire, la reprise de l'économie chinoise, la baisse du dollar, etc. etc. Où en sommes-nous sur ce cours-là, Mathieu ? Eh bien, en fait, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Depuis plusieurs années, en fait, le café évoluait à l'intérieur d'un large intervalle entre 1400 et environ 2300, testant alternativement l'une ou l'autre des deux bornes. En janvier 2020, les cours ont baissé et sont passés sous le niveau. Ça s'assimile à une figure de retournement en analyse technique. On a même une double tête-épaule inversée. C'est assez intéressant. En fait, on a une tête-épaule dans la tête de la grosse tête-épaule. Alors, ce type de configuration a généralement des conséquences particulièrement explosives, puisqu'on retrouve en fait une capacité de hausse extrêmement puissante et ça a été le cas au franchissement de la ligne de cours aux alentours des 1470. Un mouvement haussier très 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 puissant qui ne fait qu'enchaîner les creux et les sommets ascendants et qui est maintenant au contact à 2268, au contact d'une résistance clé. C'est le niveau de la borne haute qui bloquait les cours justement depuis 2012. C'est un niveau qui, si donc il est franchi, réouvrira en fait un potentiel de hausse vers les résistances de 2011 entre 2422 puis 2672.
C'est un niveau à surveiller. Il a une importance capitale pour une éventuelle poursuite de la tendance. Si on ne le franchissait pas, a priori, au vu de la puissante dynamique haussière, ça serait une phase de consolidation, de digestion de cette impulsion qui pourrait être assez courte en amplitude, limitée par les supports à 2075 voire 2011, avant éventuellement de repartir à la hausse un peu plus tard au cours de l'année. Ok, c'est très clair Mathieu, merci. Donc je note cette grosse tête épaule et donc cette puissance haussière finalement quand même. On retient cette capacité haussière, ce mouvement haussier puissant dont vous parlez. Oui. Sur le café, le Robusta. On passe au blé puisque l'offre de blé est en chute libre chez les grands exportateurs ces derniers temps. Cette offre donc, qui n'est pas suffisante pour répondre à la demande des pays importateurs. Pour preuve, le cours a enfoncé un record vieux de 14 ans à 300 € la tonne. Quelle est votre analyse, Mathieu, sur le cours du blé? Donc là, c'est le blé américain qui est un peu le guide, en fait, comme les États-Unis, tout simplement. C'est tout simplement, en fait, une pression haussière manifeste. Si on prend un petit peu de recul, on constate depuis janvier 2017 un arrondissement progressif de cette longue phase de baisse qui avait commencé en 2013. De creux et sommets descendants, on passe par une phase de plat, puis cette phase de plat se transforme en creux et sommet ascendant. C'est en analyse technique une base de fondation, c'est la fondation d'un mouvement haussier qui retrouve de la force, de la puissance. Et bien là, depuis le débordement de l'ancienne résistance devenue support majeur aux alentours des 600, effectivement, on est sur une pression haussière manifeste. Les nouveaux sommets s'enchaînent et on a récemment marqué encore des plus hauts débordant les 800. 800, c'est un niveau psychologique, ça n'est pas une résistance extrêmement puissante. La projection de la précédente impulsion haussière nous envoie sur les niveaux de prix de 2012 entre 895 et 950. La hausse du blé n'est pas finie sur le compartiment américain. Forcément, le compartiment européen devrait s'ajuster. En conséquence, les perspectives restent à une hausse du prix du blé dans les semaines et mois à venir. Alors, on ne peut pas exclure une petite phase de consolidation intermédiaire, mais il faut dans l'absolu conserver son blé, ça ira plus haut, plus tard dans l'année. Je vous remercie Mathieu. Donc le blé qui est porté par des données fondamentales et techniques, porté donc à la hausse. Je vous remercie Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Je vous remercie pour ces commentaires sur ces deux matières premières. À très bientôt sur TV Finance pour parler de matières premières et plus régulièrement encore des marchés actions, le matin aux environs de 9h dans le live. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. La lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr est maintenant fini. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous. On revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs.